Bonjour à toutes et à tous. Au moins 3 membres d'une milice pro-iranienne ont été tués hier soir dans des frappes aériennes israéliennes sur une base militaire dans la province d'Homs en Syrie. Les frappes ont détruit un dépôt de munitions, des véhicules militaires et un bâtiment en construction. Il ne reste plus que 10 heures avant la date butoir pour le dépôt des listes électorales en Israël. Le Likoud tente tout pour unifier les partis à sa droite. Nous tenterons d'analyser ces jeux d'alliance en direct avec Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, Roumanie et Suède. En France, suite à ses critiques contre le gouvernement, Ségolène Royal a dû démissionner de son poste d'ambassadrice des pôles. Elle assume d'avoir gardé sa liberté de parole. Le parquet national financier a lui ouvert une enquête contre l'ancienne candidate à la présidentielle. Il cherche à vérifier l'utilisation qu'elle a faite de ses moyens, des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez l'émission Startup Nation avec Daniel Rouache. Radio J 94.8. Au moins 3 miliciens pro-iraniens ont été tués hier soir en Syrie dans des frappes aériennes attribuées à Israël. Les tirs ont visé la base aérienne militaire T4 dans la province d'Homs, dans l'ouest syrien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan de 3 morts devrait augmenter en raison du nombre de blessés. L'État hébreu aurait détruit un dépôt de munitions, des véhicules militaires ainsi qu'un bâtiment en construction. Selon l'ONG syrienne, la défense anti-aérienne syrienne a été activée suite aux frappes israéliennes. Une source militaire a déclaré sous couvert d'anonymat que la défense anti-aérienne a immédiatement affronté les missiles ennemis et abattu un certain nombre d'entre eux. Israël n'a pas encore réagi à ces frappes. Hier soir, des explosions ont également été entendues dans la région de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, près de sites appartenant aux forces du régime. Le président iranien Hassan Rouhani a rejeté aujourd'hui une proposition de nouvel accord Trump sur le nucléaire, affirmant qu'il s'agissait d'une offre étrange. Le président iranien a également critiqué son homologue américain pour n'avoir jamais tenu ses promesses. Rouhani a par ailleurs appelé à un changement dans le mode de gouvernance de son pays, reconnaissant implicitement que la catastrophe de l'avion ukrainien à Téhéran avait provoqué une crise de confiance envers les autorités. Il a aussi lancé un appel à davantage de pluralisme et de transparence. En Israël, il ne reste plus qu'une dizaine d'heures avant la date butoir pour le dépôt des listes pour les législatives du 2 mars prochain. Benjamin Netanyahou fait tout pour convaincre Naftali Bennett et Bezalel Smotrich de conclure une alliance avec le foyer juif de Rafi Peretz et le parti Force juive d'Itamar Ben-Gvir. Les explications d'Ania Laïc de Jérusalem. Les regards seront tournés aujourd'hui vers la droite sioniste religieuse qui est toujours divisée avec une question. Est-ce que les différentes composantes de cette droite nationaliste et religieuse parviendront à s'unir et où se présenteront-elles séparément? Une chose est sûre, Benjamin Netanyahou a exercé et exerce au cours des dernières heures d'intenses pressions auprès de Naftali Bennett et de Bezalel Smotrich afin qu'ils complètent leur union par un front commun également avec le foyer juif et avec les radicaux d'Otzma Yehudit qui sont eux-mêmes déjà unis ensemble. Selon certaines sources, Benjamin Netanyahou aurait même menacé hier soir Naftali Bennett de le limoger de son portefeuille de la défense nationale si un accord complet ne devait pas intervenir d'ici la clôture du dépôt des listes. Mais pour l'instant, Bennett refuse formellement et propose au Rafi Peretz, le leader du foyer juif, de rejoindre son union avec Bezalel Smotrich et donc de laisser sur la touche Itamar Ben-Gvir et Otzma Yehudit, un public électoral estimé à quelques 80 000 voix, soit environ 2 mandats, ce que Benjamin Netanyahou ne souhaite pas. Le Premier ministre ne veut absolument pas perdre cette fois-ci la moindre voix à droite. Pour évoquer notamment les alliances et la politique israélienne, nous recevons en direct Zvi Mazel sur Radio J, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, en Roumanie et en Suède. Bonjour Zvi Mazel. Bonjour. Benjamin Netanyahou a demandé au rabbin Druckmann de prendre provisoirement la tête du foyer juif à la place de Rafi Peretz, ce qu'il a refusé. Le Premier ministre israélien peut-il réussir à unir les partis à sa droite d'ici ce soir minuit ? Tout d'abord, ce n'est pas jusqu'à minuit, c'est à 10 heures du soir, 22 heures, heure d'Israël. Alors, il reste 7 heures. Alors maintenant, puisque nous sommes Israël, alors on attend des miracles. Et puisque depuis 1 ou 2 jours, les deux partis de la droite, n'est-ce pas, les deux petits partis de droite ont pris leur décision de ne pas fusionner. C'est extrêmement grave pour le Likoud, c'est bien entendu, mais les gens s'entêtent
ils ne regardent pas leurs avantages, n'est-ce pas, et l'importance de tout cela, n'est-ce pas, surtout dans les élections. Et ils laissent passer d'abord les égos, les idéologies, etc., etc. C'est extrêmement grave. Alors que de l'autre côté, de la gauche, on a vu comment, après pas mal d'hésitation, la gauche a fait son union et probablement il aura un peu plus de mandats, probablement. Benjamin, Avigdor Lieberman pourrait être encore le faiseur de roi dans cette troisième élection en moins d'un an. Est-ce qu'on peut assister au même scénario que lors des 2 derniers scrutins? Et justement, c'est une très bonne question. Écoutez, jusqu'à maintenant, depuis quelques jours, dans tous les sondages qui ont été faits, il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun parti, ni Likoud, ni Kahol Lavan, ne peuvent obtenir 61 mandats. Et donc, sur le papier, ça ne marchera pas. Mais nous savons que les sondages ne sont pas toujours vrais, et surtout maintenant, après un an sans gouvernement, ou un gouvernement qui fonctionne très, très mal, il y aura peut-être des changements dans les votes des gens. C'est possible, on en parle. Écoutez, mais il y a un problème extrêmement grave, et en plus, on ne parle pas. Et ni le Likoud, ni même Kahol Lavan ne veut pas se pencher sur les partis politiques arabes. Les partis politiques arabes, ils ont actuellement 13 mandats, ils pourraient avoir plus, ou peut-être un de moins. Ils sont très importants pour former un gouvernement. Et justement, Benny Gantz et certainement le Likoud ne veulent pas avoir affaire avec ces gens-là. Donc, ça complique les choses. Et puis, les autres problèmes sont toujours là, n'est-ce pas? Et Lieberman, qui est un homme de droite, ne veut pas s'asseoir dans un gouvernement de droite avec les Haredim, avec les ultra-religieux. Donc, par où vous regardez, c'est bloqué, ou bien, dans les jours à venir, il y aura quelque chose. Il y aura certains changements. Il y aura des gens qui penseront autrement. Il y aura des gens qui diront, il faut changer, et nous allons voter ou la gauche ou la droite. Je ne vais pas dire où, je ne sais pas d'ailleurs, et on va voir ça. Donc, pour l'instant, c'est bloqué, ça ne bouge pas. Justement, est-ce que les Israéliens, avec ce ras-le-bol par rapport aux 3 élections en moins d'un an, peuvent changer d'opinion, peuvent changer leur voix? Mais du quel côté ça penchera, c'est la question. Les sondages disent que non. Mais écoutez, nous sommes tous des humains, nous voyons ce qui se passe, nous voyons les dommages qui est imposé sur Israël. Vous savez, il n'y a plus de budget. On ne peut pas changer le budget. On ne peut pas prendre des décisions économiques ou financières qui sont très importantes pour la vie d'Israël. On ne peut pas prendre même pas des décisions très importantes sur le plan militaire. Alors qu'autour de nous, il y a quand même des choses extrêmement graves qui arrivent, n'est-ce pas? Alors écoutez, prenant cette façon de penser en ligne de considération, peut-être il y aura un certain changement. Bien sûr, beaucoup de gens disent peut-être il y aura pas mal de personnes du Likoud qui ne sont pas les vrais Likoud, mais ceux qui sont autour, qui iront vers Kahol Lavan. Pourquoi? Puisque finalement, Kahol Lavan s'est dit un parti de centre, mais en fait c'est un parti de droite. Droite légère, mais quand même droite, qui a à peu près les mêmes pensées que les Likoud. Pas toutes, bien entendu, mais quand même. Donc, il y a une certaine attraction dans les Kahol Lavan vers certaines couches des voteurs, des gens qui votent pour les Likoud. Des frappes attribuées à Israël ont eu lieu hier soir en Syrie. Est-ce que l'État hébreu peut empêcher de cette manière l'implantation de l'Iran et Syrie et de la Syrie et en Irak également, de manière générale, Zvi Mazel? Écoutez, il n'y a pas c'est-à-dire, depuis plusieurs années, on a compris que l'Iran s'entranche là-bas en Syrie pour ouvrir un nouveau front contre Israël. Israël a commencé à attaquer les concentrations
iraniennes, ou plutôt des milices chiites et Hezbollah en Syrie. D'après nos généraux, et ils en parlent un peu trop de temps à autre, et nous avons bombardé des concentrations iraniennes, n'est-ce pas, des dépôts de missiles, et là où il y a aussi les drones, etc., des dépôts de munitions, plus de 1000 fois. Donc ça a eu un impact, il n'y a pas de doute. Seulement, en face de nous, nous avons un pays qui marche sur la base idéologique et nationaliste et extrémiste. Et ces gens-là ont investi dans les grands projets de chiiser le Moyen-Orient. Et on dit que depuis que Khomeini a pris le pouvoir en 1979, à peu près un demi-trillion de dollars, 500 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Alors, ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à lâcher tout cela. Et sur la route, ils ont aidé à détruire la Syrie. Et maintenant, c'est l'Irak et le Liban, et le Yémen. Mais ils s'accrochent toujours. Seulement, bien entendu, nous continuerons. On n'a pas d'autre choix. On ne sera jamais. Et l'Iran crée des bases importantes à partir de laquelle il pourra attaquer Israël dès la Syrie, parce que ça sera impossible de vivre ici, n'est-ce pas? Quand on a le Hamas dans le sud, le Hezbollah dans le nord. Alors, il faut absolument qu'Israël fasse le tout. En même temps, il y a aussi la menace nucléaire. Cet accord, je ne sais pas, l'accord entre l'Iran et les cinq pays européens, le Conseil de sécurité et l'Amérique, bien entendu. Est-ce que ça existe ou non? L'Amérique s'est retirée, les Européens ne savent pas quoi faire exactement. Il y a encore quelques jours, les Iraniens ont dit qu'ils respectent plus les clauses de cet accord. Il pourrait même y avoir un nouvel accord. Enfin, c'est ce que souhaite Trump. Oui. Trump a dit, moi, je suis prêt à négocier un nouvel accord. Mais cet accord, d'après ce qu'on sait, doit aussi contenir d'autres choses. L'arrêt des développements de missiles qui peuvent porter des têtes nucléaires et l'arrêt de la subversion iranienne en Syrie, au Liban et au Yémen et en Irak. Donc, ce sont des conditions extrêmement difficiles et dures pour les Iraniens. Alors, pour l'instant, ils continuent quand même à tenir tête. Seulement, il ne faut pas oublier qu'en Irak et au Liban, il y a déjà des manifestations depuis quelques mois contre l'hégémonie iranienne, n'est-ce pas? Et Israël les attaque en Syrie, l'Amérique a attaqué en Irak. Et donc, écoutez, il y a des manifestations extrêmement graves qui durent, pas très grandes, mais quand même assez importantes, qui durent depuis quelques semaines en Iran même, contre le pouvoir, contre Khamenei, n'est-ce pas? Et même contre Qassem Soleimani qui a été tué, n'est-ce pas? Ces images sont déchirées. Donc, l'Iran, au point de vue politique et même militaire d'une certaine façon, se trouve dans une situation très, très difficile. Est-ce qu'il pourra tenir en tête encore? Probablement oui, parce que pour eux, de tuer 5000 ou 6000 manifestants en Iran même, ou même en Irak, c'est très facile. Ça complique l'histoire, tout ça. Tout ça, je ne crois pas que ça se va jouer pour l'instant. Mais en tout cas, c'est à partir de maintenant que les Iraniens comprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils sont sortis à partir du temps de Khomeini de conquérir le Moyen-Orient. Mais maintenant, après 10 ans, après combien plus, après 20 ans, ils comprennent qu'ils sont dans l'embarras, ils ne savent pas quoi faire. Il faut suivre ça de très près. J'espère aussi que le président Trump, le président américain, continuera avec cette politique de vraiment faire face à tout cela et continuer ses frappes, comme il l'a montré. Zvi Mazel, dernière question. Comme chaque année, Aman, les services de renseignement de Tsahal ont publié leur rapport stratégique pour l'année 2020. Ils estiment que l'Iran pourrait se doter d'une bombe nucléaire d'ici l'automne s'il poursuit son enrichissement d'uranium tel qu'il l'a annoncé. Pour un missile capable d'emporter une ogive nucléaire, il faudra attendre 2022. Les tensions et le soulèvement social en Iran
peuvent-ils ralentir ce processus? On en parlait. Oui, il n'y a pas de doute. Actuellement, comme je dis il y a quelques minutes, n'est-ce pas, l'Iran se trouve dans une situation extrêmement difficile parce que chez elle à la maison, il y a des manifestations assez importantes. Mais ça ne semble pas ralentir ce processus. Attendez, d'autre part, il faut comprendre que les Iraniens, le régime actuel d'Ayatollah, c'est que pour rester au pouvoir, la seule façon de résister toutes les pressions de l'Ouest et même local dans une certaine mesure, ça sera d'avoir la bombe atomique. Parce qu'une fois un régime comme ça tient une bombe atomique, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire, comme on voit dans la Corée du Nord. Alors je crois que l'Iran fera tout pour faire une bombe atomique. Bien entendu, et maintenant ils sont en train de voir quelle est l'attitude des Européens. Et les Européens ont fait certains muscles, n'est-ce pas, ces derniers jours. Ils ont dit que l'Iran doit arrêter, n'est-ce pas, retourner à l'accord. Mais il faut comprendre que ce régime d'Ayatollah ne peut rester au pouvoir pour longtemps que s'il a la bombe atomique. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ça montre qu'à un moment donné, vous savez, par des espoirs, il pourrait tout faire. Et donc, il y a un jeu extrêmement difficile et dur qui se joue actuellement. Bien entendu, les rapports annuels d'Amman montrent tout cela. Ils montrent techniquement que l'Iran peut le faire en 1 an ou 2 ans. Mais tout ça, c'est pas dit. Et n'oublions pas non plus que l'Amérique et Israël ont dit qu'ils ne laisseront jamais l'Iran avoir une bombe nucléaire. Merci beaucoup, Zvi Mazel. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, en Roumanie et en Suède. Au revoir et à bientôt sur Radio J. Au revoir. Nous continuons ce journal. La députée Stav Shafir a annoncé aujourd'hui qu'elle convoquerait une conférence de presse à Tel Aviv à 15h45. Shafir devrait annoncer sa retraite de la vie politique après qu'on ne lui a pas offert de poste sur la liste d'union du Parti travailliste Gesher et Meretz. Radio J, 94.8. Le procureur général Avirai Mandelblit devrait inculper le député David Bitan du Likoud pour corruption, a rapporté le site d'information Ynet ce matin. La décision devrait être prise le mois suivant. Bitan a rejeté sa nomination par le Premier ministre Benyamin Netanyahou comme ministre de l'Agriculture la semaine dernière. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Eugène Ivanov a indiqué hier ne pas être au courant d'un éventuel accord avec Jérusalem concernant la libération de la jeune Nahama Issachar, malgré l'engagement du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à faire tout ce qui est en son pouvoir pour la libérer. Le Premier ministre avait envoyé lundi une lettre à Nahama Issachar dans laquelle il assure que l'État d'Israël ne l'abandonne pas. Plusieurs agents de la police israélienne des frontières sont intervenus dans l'avant-poste de Koumi Ori en Judée-Samarie et ont détruit 2 structures illégales, a annoncé un porte-parole d'Itzhar, une implantation israélienne située à proximité. Les détails, Daniel Haïk depuis la capitale israélienne. Leur mission, évacuer 2 maisons qui ont été construites illégalement sur une zone B, c'est-à-dire une zone qui est sous contrôle militaire israélien et sous contrôle civil palestinien. La semaine dernière, la Cour suprême avait repoussé un recours déposé contre les ordres de destruction de ces 2 maisons. Cette évacuation se fait, il faut le souligner, avec l'aval des plus hautes instances politiques israéliennes. La tension serait particulièrement élevée dans cette région, en particulier après que ces derniers mois, plusieurs jeunes des collines se soient conduits de manière violente contre les forces de sécurité venues les protéger, justement dans cette région de Itzhar. Le nouveau président guatémaltèque Alejandro Giammattei a déclaré hier qu'ils garderont l'ambassade du Guatemala à Jérusalem et désigneront le Hezbollah comme organisation terroriste lors d'une rencontre avec le ministre israélien des Sciences, de la Technologie et de l'Espace, Ophir Akounnis. En sport israélien, Roy Nissany, âgé de 25 ans, a été accepté au sein de l'écurie britannique de Formule 1 Williams en tant que pilote d'essai pour la prochaine saison de sport automobile, devenant ainsi le premier Israélien à concourir au prestigieux championnat de course automobile, a annoncé aujourd'hui la radio israélienne Galatz.
Et j'en parlais, comme en chaque début d'année, Amman, les services de renseignement militaires israéliens viennent de publier leur évaluation stratégique pour l'année qui vient, de la bombe iranienne au risque sur le front nord. C'est une analyse en détail des 5 fronts d'Israël. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Moins de risques de guerre directe, mais risques accrus de dégradation sur le front nord. Les services de renseignement de Tsahal sont prudents. D'abord parce que l'élimination, le 3 janvier, de Qassem Soleimani par les Américains a rebattu les cartes régionales. Pourtant, l'Iran ne va pas dériver de son cap. Il va seulement devoir réévaluer ses priorités. Sur son programme d'armement nucléaire, les analystes d'Amman estiment que si l'Iran poursuit son enrichissement d'uranium tel qu'il l'a annoncé, il disposera d'ici l'automne de la quantité suffisante pour la production d'une bombe. En revanche, il lui faudra attendre 2022 pour un missile capable d'emporter une ogive nucléaire. Tout va dépendre des décisions de l'ayatollah Ali Khamenei qui dicte la politique de la République islamique. Selon les experts militaires israéliens, il va devoir choisir entre une voie radicale et une option plus modérée, escomptant un possible changement de présidence à la Maison-Blanche, mais aussi une reprise des négociations sur son programme nucléaire. Et il lui faut également calmer la contestation intérieure qui pourrait devenir une menace réelle pour la survie du régime. Dans le même ordre d'idées, l'Irak reste aussi un front à surveiller pour les renseignements de Tsahal. L'Iran va-t-il pouvoir y maintenir son influence, qui devait beaucoup à l'action de Soleimani auprès des milices chiites? Et les États-Unis n'ont pas encore exprimé clairement leurs intentions sur un maintien ou un retrait de leurs troupes d'Irak. La Syrie reste un front complexe par la diversité de ses menaces. Les experts d'Amman estiment pourtant que le président Assad ne considère pas Israël comme une priorité. Le dictateur syrien est plus occupé à récupérer les territoires encore détenus par les rebelles et ceux qui ont été occupés par la Turquie. En revanche, le Golan reste une zone hautement sensible de par la présence du Hezbollah et d'autres éléments iraniens, mais aussi par celle de Daesh et du djihad islamique. C'est dans cette zone que les risques de guerre restent les plus importants. Au Liban, c'est toujours le Hezbollah qui reste l'acteur le plus menaçant. Pourtant, plusieurs facteurs pourraient modifier la situation. D'abord, la mort de Soleimani, le chef de la force Al-Quds iranienne, était extrêmement impliqué auprès de Hassan Nasrallah. Et c'est maintenant que l'on va pouvoir mesurer la marge d'initiative du chef du Hezbollah. De plus, la situation intérieure libanaise pourrait inciter le leader du mouvement chiite à se mettre en retrait pour ne pas attiser la rancœur du public contre lui. Enfin, le programme de développement de missiles de précision dont l'Iran veut doter le Hezbollah a été considérablement freiné par les opérations israéliennes. Enfin, sur le front des Palestiniens, les experts d'Amman distinguent l'autorité palestinienne où ils prennent en compte un risque d'escalade et d'instabilité en cas de disparition ou de fin du régime de Mahmoud Abbas et la bande de Gaza où, au contraire, le Hamas semble disposé à une trêve de longue durée sans abandonner toutefois ses séquences de violence contre Israël. C'était Pascal Sunshine de Jérusalem. Radio J, il est 14h25. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour la suite du journal. La Chambre des représentants va voter aujourd'hui pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu contre Donald Trump. Ultime étape avant le début du procès en destitution du président républicain. Les démocrates, qui peuvent compter sur 47 voix sur 100 au Sénat, sont conscients qu'ils n'ont quasiment aucune chance d'obtenir la destitution de l'ancien homme d'affaires new-yorkais, une majorité des 2/3 étant nécessaire. Ils espèrent toutefois faire émerger des informations embarrassantes pour Donald Trump. Toujours aux États-Unis, à 3 semaines des premiers votes pour l'investiture démocrate à la présidentielle 2020, un 7e débat s'est tenu cette nuit dans l'Iowa. Cet État n'a pas été choisi au hasard puisque c'est le premier qui votera. Le débat a opposé notamment Bernie Sanders à Elizabeth Warren et à Joe Biden, 3 des 4 favoris dans les sondages et qui font la course en tête. Sanders s'est concentré à attaquer Biden sur son bilan en politique étrangère et particulièrement sur son vote en 2002 lorsqu'il était sénateur pour autoriser George Bush à intervenir militairement en Irak. Joe Biden a qualifié une nouvelle fois son vote d'erreur tout en soulignant que cela n'avait pas empêché, sous l'ère Obama, de travailler au retrait des troupes dans la région.
En France, suite à ses critiques contre le gouvernement, Ségolène Royal a dû démissionner de son poste d'ambassadrice des pôles. Elle assume d'avoir gardé sa liberté de parole. Le travail sur les idées continue, a prévenu l'ancienne candidate à la présidentielle 2007, comme un signal que son engagement politique et de fait son opposition à Emmanuel Macron ne s'arrêtera pas en même temps que ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a expliqué que Ségolène Royal s'était trop éloigné de sa mission. Elle s'est trop éloignée de sa mission. Vous savez, moi j'ai parfois le sentiment que Ségolène Royal, elle voudrait créer un régime spécial chez les ambassadeurs dont elle serait la seule bénéficiaire, qui lui permettrait de pas respecter ses obligations et le devoir de réserve qui s'impose à tous les agents publics. Et ça, c'est pas possible. À un moment, il faut choisir. Et pour conclure sur ce sujet, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire visant Ségolène Royal selon une source judiciaire. L'enquête cherche à vérifier l'utilisation que l'ancienne ministre a fait des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles. Les grèves en Ile-de-France se poursuivent mais diminuent d'intensité en ce 42e jour de mobilisation. Le trafic dans les transports est en nette amélioration. Les lignes 2, 7 bis et 10 circuleront jusqu'à 1h30 du matin avec un risque de saturation. Les lignes 3, 3 bis, 4, 7, 8 et 11 fermeront au plus tard à 22h. Les lignes 5, 6, 9, 12 et 13 circulent uniquement en heure de pointe. Le trafic est normal sur les lignes de tramway avec un risque de saturation sur les lignes 3 et 3B. Un train sur 2 sur le RER A et RER B est prévu toute la journée. 4 bus sur 5 circulent en moyenne. Le taux de grévistes à la SNCF repasse sous la barre des 5%. Un cinquième des conducteurs sont en grève. À noter également que c'est une journée de manifestation, la deuxième en 2 jours. Et demain aura lieu une 3e manifestation de la CGT et de Force ouvrière notamment. Sur le plan politique, l'exécutif se réunit en séminaire aujourd'hui pour faire avancer ses priorités de 2020 et tenter de résoudre la crise liée à la réforme des retraites. Bien évidemment, le gouvernement doit bien continuer d'expliquer, de clarifier et aussi de discuter pour faire passer la réforme sociale, clé du quinquennat, a déclaré Emmanuel Macron hier à Pau. Organisée dans la foulée du Conseil des ministres, cette réunion d'aujourd'hui vise à aborder en profondeur à la fois le calendrier et l'action du gouvernement pour les mois à venir, ainsi que les prochaines réformes, selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le gouvernement a présenté par écrit des propositions aux avocats dans le cadre de la réforme des retraites. Parmi les concessions se trouve la possibilité pour les avocats de conserver une caisse propre à leur profession. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, promet également dans ce texte qu'elle rencontrera les avocats pour s'assurer que la réforme des retraites n'induira pas d'impact négatif pour les avocats et leurs cabinets. Une question qui se pose tout particulièrement pour les avocats qui touchent moins de 32 000 € par an. Et après une décennie à la tête de la Cour des comptes, Didier Migaud va être nommé à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par Emmanuel Macron. Il remplace Jean-Louis Nadal. L'institution est notamment chargée de vérifier le patrimoine des élus ou la véracité des allers-retours entre l'État et le privé. Et enfin, près de 9 millions de ménages recevront aujourd'hui une avance sur réduction et crédit d'impôt dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur RTL. Cette avance correspond à 60% du montant total des réductions et crédits d'impôt dont peuvent bénéficier les ménages au titre de leurs dépenses réalisées en 2018 et déclarées au printemps 2019. Radio J, il est 14h31, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant, vous retrouvez l'émission Startup Nation avec Daniel Rouache. Bon après-midi à tous. Radio J 94.8.